Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre un débat sur l'avenir de l'audiovisuel public. Il a été organisé en séance il y a 2 semaines. L'audiovisuel public, c'est un sujet brûlant. Emmanuel Macron s'est saisi du dossier et à son habitude, il veut aller vite, remettre à plat la gouvernance et les modes de financement. Le gouvernement prend notamment pour base de travail la proposition de loi sur le mode de désignation des patrons de l'audiovisuel public qui a été déposée, écrite par le sénateur André Gattolin. Il y propose notamment que ces patrons de l'audiovisuel public soient désignés par le conseil d'administration de chaque groupe et non plus par le CSA. En revanche, c'est non pour une BBC à la française, pas d'entreprise unique à ce stade. C'est ce qu'a affirmé Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, justement dans ce débat. Voilà, tout de suite donc direction l'hémicycle. L'ordre du jour appelle le débat sur l'avenir de l'audiovisuel public. Demande de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication et du groupe Les Républicains. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que la Commission et le groupe qui ont demandé le débat disposeront d'un temps de parole de 10 minutes, y compris la réplique, puis le gouvernement répondra pour une durée de 10 minutes. La parole est tout d'abord aux orateurs de la Commission et du groupe qui ont demandé ce débat. Et j'appelle tout d'abord Madame Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, qui dispose de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes très chers collègues, face à la mutation numérique, je me suis attachée de longue date à ce que notre Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication réfléchisse et travaille en lien avec la Commission des Finances à l'avenir de l'audiovisuel. Ainsi, il y a bientôt 3 ans était engagé ici au Sénat le débat sur une profonde réforme de l'audiovisuel public à l'occasion de la publication du rapport de nos collègues que je salue, Jean-Pierre Leleux et André Gattolin. Les recommandations de ce rapport demeurent très largement d'actualité. Mais nous avions sans doute encore sous-estimé l'ampleur de la révolution technologique en cours qui menace jusqu'à la pérennité d'un secteur audiovisuel privé comme public d'ailleurs, exposé au coup de boutoir de la concurrence des grandes plateformes américaines, bouleversant totalement nos usages et nos modèles économiques. Nous sommes en fait face à une situation que l'on pourrait résumer ainsi. L'audiovisuel public est-il encore capable de répondre aux attentes de tous ces publics, notamment des plus jeunes qui ont accès à des milliers de programmes sur des plateformes numériques? Les programmes publics se distinguent-ils suffisamment des programmes privés par leur audace, leur spécificité, leur qualité, pour justifier un financement public à hauteur de 3,7 milliards d'euros? Ces entreprises publiques ont-elles bien pris la mesure des évolutions en cours et sont-elles prêtes à changer de logiciel pour relever le défi, ce qui implique nécessairement de modifier certaines habitudes? Autant le dire tout de suite, la réponse à ces 3 questions est loin d'être évidente. Les plus jeunes de nos concitoyens ne regardent plus la télévision publique, dont les téléspectateurs ont largement dépassé la moyenne d'âge de 60 ans. Ces programmes sont considérés comme peu innovants et peu exportables. Quant à la situation financière de ces entreprises, il faut distinguer Arte, France Médias Monde et l'INA, qui font les efforts pour contrôler leurs dépenses, de France Télévisions et Radio France, dont les coûts de structure poursuivent, malgré les efforts, leur progression, notamment pour la masse salariale. Au-delà des missions à redéfinir, c'est aussi le financement de ces entreprises qui pose question. L'innovation technologique coûte cher, c'est pourquoi l'audiovisuel public doit dégager des marges de manœuvre financières en faisant des économies sur ces structures. Pour ce qui est des ressources, c'est l'incertitude qui domine. La publicité, qui compte environ pour 400 millions d'euros pour France Télévisions et Radio France, non seulement banalise l'offre publique, mais elle est aujourd'hui accaparée par les plateformes numériques et ne peut donc constituer une ressource d'avenir. Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public reste fondé sur la possession d'un téléviseur. Or, le taux d'équipement baisse à mesure que progressent les nouveaux usages sur les supports numériques. Une réforme de la CAP est donc devenue indispensable. Nous devons donc faire un choix, soit l'audiovisuel public,
notamment France Télévisions, poursuit sur la pente de la banalisation de son offre, et c'est la légitimité même d'un financement public qui pourrait être tôt ou tard posée. Soit on estime que cet audiovisuel public a un rôle à jouer en termes de culture, d'éducation et de démocratie, ce que je crois profondément, et alors il faut mettre en œuvre une réforme systémique. Ce choix de société doit concerner tous les Français. C'est pourquoi nous sommes heureux d'ouvrir en votre présence, Madame la Ministre, ce grand débat d'intérêt national. Autant le reconnaître, il n'y a pas d'unanimité pour défendre le service public. Il y a ceux qui ne jurent que par la course à l'audience et à la publicité, pour le privé comme pour le public. Il y a ceux qui estiment que l'audiovisuel public coûtera toujours trop cher et qu'il faut réduire ses moyens. Il y a ceux, de moins en moins nombreux, qui estiment qu'il ne faut rien changer et continuer à augmenter les dépenses de l'audiovisuel public. Il y a enfin, et c'est nouveau, toute une partie de la population qui considère qu'elle ne doit payer que ce qu'elle consomme et refuse donc par principe de payer une redevance. Ce débat, nos voisins suisses sont en train de le conduire. Et ils le trancheront le 4 mars prochain par référendum sur le maintien ou non de la redevance. Si la suppression de celle-ci est adoptée, la SSR, ses 17 radios, ses 7 chaînes de télévision, ainsi que ses 6 000 salariés, devront cesser leur activité d'ici un an. Face à cette menace, la SSR a acté la nécessité de se transformer avec un maître mot. Rendre accessible l'ensemble des contenus télévisés et radiophoniques sur une plateforme globale, multi-support, et renforcer l'attractivité de ces programmes. Cette priorité donnée au contenu est partagée par la RTBF belge et par la BBC britannique. Elle doit être le fil d'Ariane de la réforme que nous devons conduire en France. Renforcer la spécificité de l'audiovisuel public, donner la priorité à l'audace, à l'innovation, à la rigueur, regrouper l'ensemble des programmes sur une même plateforme numérique, opérer des mutualisations de services par thématique, information, culture, sport, territoire. Voilà ce que doit être notre ambition. Nous devons aller jusqu'au bout de la révolution des usages et ne pas nous apitoyer sur des structures qui nous sont certes familières, mais qui sont vouées à se transformer radicalement si elles veulent perdurer. D'ici peu, les téléspectateurs regarderont d'abord leur programme de manière complètement délinéarisée et sur Internet à travers les télévisions connectées. Pour la radio, on peut penser que la 5G attendue pour 2020 constituera également une nouvelle frontière permettant de dépasser l'antique FM et ses problèmes de pénurie de fréquences. Le changement de paradigme technologique emporte la nécessité de repenser donc l'organisation des sociétés de l'audiovisuel public et donc de leur gouvernance. Notre commission continue de penser que la création d'une holding permettrait d'assurer la coordination des moyens et le développement d'une offre nouvelle dans le respect des identités des entreprises et des personnels. Nous n'avons jamais proposé de fusion, car cette forme de rapprochement aurait aussi un coût social important dont il appartient au gouvernement de mesurer l'ampleur. C'est l'option qui avait été privilégiée par nos voisins suisses, belges et britanniques, mais il y a le risque d'y laisser beaucoup de temps et d'énergie au détriment d'une mise en œuvre rapide des adaptations nécessaires. Ce qui importe, au-delà des systèmes et des schémas de rapprochement, c'est de permettre aux salariés de ces sociétés de retrouver confiance dans l'avenir de l'audiovisuel public. Pour cela, soyons pragmatiques. L'audiovisuel public a besoin d'être incarné par une personnalité dont la mission consistera à garantir devant la nation l'indépendance de l'institution, la déontologie de l'information, le respect du pluralisme et l'équité de la répartition des crédits issus de la CAP entre les différentes entreprises, sans préjudice notamment pour la chaîne franco-allemande Arte et l'audiovisuel extérieur qui font un travail remarquable. À cet égard, je déplore, au regard des responsabilités de la présidente de France Médias Monde, l'absence de discernement qui a mis un terme de manière mécanique à son mandat. Compte tenu de cette ambition, nous devons trouver un mode de nomination indiscutable, sachant que tout ou presque a été essayé dans ce domaine sans donner satisfaction. Un consensus semble se dessiner pour prévoir une nomination par le conseil d'administration. Il va de soi que cette modalité de nomination n'aura de sens que si l'indépendance des membres du conseil d'administration est garantie, ce qui signifie que la représentation des tutelles soit simplifiée. Des missions réaffirmées, une ambition culturelle et éducative renforcée, des personnels remobilisés, une gouvernance commune et indépendante instaurée, ces piliers de la réforme doivent être consolidés par une profonde modernisation de la contribution à l'audiovisuel public pour garantir dans la durée les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions. Là encore, la proposition formulée par nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin en 2015, une contribution forfaitaire universelle sur le modèle allemand,
apparaît comme le chemin le plus solide pour boucler cette réforme systémique. Madame la ministre, mes chers collègues, nous devons penser cette réforme pour les 15 ou 20 années à venir. En toute logique, nous devons également nous interroger sur l'adaptation de la régulation au nouveau contexte marqué par le numérique. Nous avons déjà eu cette réflexion, mais nous devons à nouveau les avoir. Faut-il rapprocher le CSA et l'ARCEP, qui sont tous les deux confrontés à l'émergence d'opérateurs de télécommunications devenus des poids lourds des médias? Ainsi, il nous faut conduire ce travail. Avec le développement de la réception par la fibre, par ailleurs, l'avenir de la TNT est également en jeu, et donc la réglementation imposée aux grandes chaînes qui repose sur l'attribution d'une licence de diffusion hertzienne. Une simplification de cette réglementation constitue un horizon sans doute incontournable pour permettre un développement de la production française, notamment à l'export. Il en est de même, Madame la ministre, de la chronologie des médias qui a besoin d'être modernisée. Nous avons fait des propositions en juillet dernier pour favoriser les comportements vertueux de ceux qui investissent dans le cinéma. Nous souhaitons qu'un accord soit trouvé, faute de quoi le législateur devra tirer les conséquences de cette situation. On le voit, tous ces changements sont liés. C'est donc à une réforme globale qu'il faut penser. Comme je vous l'ai écrit, Madame la ministre, notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication est prête et compte jouer tout son rôle dans le débat qui va donc s'engager à partir de maintenant. Nous poursuivons d'ailleurs nos travaux. Nous engageons très prochainement un travail de fond sur France 3 et France Bleu, les chaînes des territoires, et sur bien d'autres sujets encore. Mais pour l'heure, aujourd'hui, Madame la ministre, mes chers collègues, c'est un point d'étape, voire de départ, que nous souhaitons avoir tous ensemble en présence de notre ministre de la Culture. Mes collègues, Madame la ministre, vont avoir beaucoup de questions à vous poser et nous comptons sur vous pour y répondre de manière à ce qu'elles enrichissent durablement notre réflexion. Merci de votre attention. Merci, Madame la Présidente, d'avoir tenu à la seconde près votre temps également. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leleux pour le groupe Les Républicains et vous disposez de 6 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, jamais le choix du téléspectateur, auditeur, citoyen n'a été aussi varié et aussi large qu'aujourd'hui. Et cette diversité de choix devrait se renforcer encore sous l'effet de la concurrence et de l'arrivée de nouveaux acteurs issus du numérique. En France même, il y a 5 chaînes d'information continue, plusieurs chaînes consacrées au sport, gratuites et payantes, une multitude de chaînes dédiées au cinéma et à la production audiovisuelle, aux séries, des chaînes de musique, et la même diversité s'observe sur les ondes radiophoniques. Quelles sont alors aujourd'hui, dans ces conditions, les justifications de l'existence d'un audiovisuel public qui bénéficie chaque année de plus de 3,7 milliards d'euros de fonds publics et de 400 millions de recettes publicitaires? La question se pose en effet, et nous l'entendons de ci, de là. Pour ma part, et je partage avec la Commission de la Culture cette idée forte, j'ai la conviction qu'un audiovisuel public fort est nécessaire, pour autant que son offre soit différenciée et qu'il joue un rôle de référence particulier dans l'information et l'accès à la culture. L'explosion des offres audiovisuelles, le développement des réseaux sociaux exige, de mon point de vue, la présence d'un axe public fort qui se distingue dans le paysage global de l'audiovisuel. Nous y reviendrons. L'existence d'un pôle audiovisuel extérieur, maintenant puissant, est une nécessité. C'est la vision de la France dans le monde, même si on peut parfois s'interroger sur l'intérêt que des fonds publics financent des programmes dans langue anglaise. Voilà sans doute une piste de réflexion sur des économies ou des redéploiements possibles. Mais France Médias Monde, qui dans ce système-là n'a que peu de valeur ajoutée par rapport à la BBC et à CNN, mais fait un travail remarquable pour l'image de la France à l'extérieur. Radio France, pour sa part, ses programmes sont pour l'essentiel conformes aux attentes, même si des doublons peuvent exister avec certaines offres privées. Je pense par exemple à France Musique et à Radio Classique. Le bilan de la chaîne franco-allemande Arte
est pour sa part conforme au projet de ses concepteurs, ouverture culturelle et internationale, exigence et accessibilité des programmes, invitation à la curiosité et à la découverte, ambition européenne. Donc l'enjeu principal se situe donc à deux niveaux. Il est temps, tout d'abord, de redéfinir les missions de France Télévisions, qui a aujourd'hui une double identité, à la fois publique et commerciale. Il faudra lever cette ambiguïté. C'est le rôle du législateur. Depuis des années, l'absence de décision sur ce sujet a compliqué la gouvernance et la gestion du groupe. Notre conviction est que rien ne justifie de payer une redevance de 139 € pour des programmes souvent disponibles gratuitement sur des chaînes privées. Rien ne justifie non plus de conserver des programmes coûteux, comme peut être le sport, il faut le dire, si aucune valeur ajoutée n'est apportée sur l'éditorialisation et que les mêmes épreuves, avec autant de publicité, sont diffusées sur les chaînes privées. Il nous revient enfin de nous interroger sur l'usage qui est fait des 400 millions d'euros consacrés chaque année à la production audiovisuelle, compte tenu du caractère peu innovant et en tout cas insuffisamment marquant des programmes ainsi financés. Le second enjeu concerne la transition numérique qui doit nous interpeller. Le contribuable est en droit de pouvoir accéder à tous les programmes du service public sur une même plateforme, accessible sur tous les supports, ce qui nécessiterait un regroupement des contenus produits par les différentes sociétés de l'audiovisuel public. Au lieu de cela, France Télévisions s'est engagée un peu en solitaire dans la construction d'une plateforme SVOD coûteuse, payante, coûteuse et développée sans proposer une offre vraiment distincte. Que faut-il penser de ce projet qui a d'ailleurs pris beaucoup de retard? Madame la Ministre, nous souhaitons que l'avenir de l'audiovisuel public passe par une clarification de ses missions, de son périmètre et de ses projets. Le public n'a ni les moyens financiers ni les compétences technologiques pour concurrencer une grande part du privé dans le paysage qui s'annonce. Il doit tracer une voie complémentaire avec des exigences et des moyens spécifiques, comme nous le proposions en 2015 avec mon collègue André Gattolin. Comment donner la priorité à la culture, à l'éducation, au débat démocratique, à la curiosité, à l'ouverture, tout en gardant la pression de l'audimat et des recettes publicitaires. Tranchons cette contradiction en assumant qu'un service public de qualité est incompatible avec une gestion commerciale. Nous avons fait un premier pas l'année dernière à l'initiative du Sénat en supprimant la publicité sur les émissions jeunesse. Les regroupements et la clarification des missions du service public de l'audiovisuel doivent permettre d'engager une nouvelle étape fondée sur la différenciation de son offre, un financement spécifique à travers la réforme de la CAP et la recherche d'une qualité accessible à tous. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant pour le groupe Les Républicains, toujours à monsieur Roger Carucci, qui disposera donc de 4 minutes et les 13 secondes que son collègue lui a laissées. Soyons justes. Je ne savais pas que j'avais droit à un cadeau bonus. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est pas moi, c'est le Président de la République qui, il y a quelques semaines, dénonçait le gâchis qu'était l'audiovisuel public. Je le regrette, mais je le constate. Aujourd'hui, si nous envisageons une énième réforme de l'audiovisuel public, c'est bien qu'il y a des problèmes. C'est bien qu'il y a des problèmes à la fois de coût, de fonctionnement, de gouvernance et de mission. Ça fait beaucoup pour le même secteur. Tout le monde est responsable, droite-gauche, chacun a voulu sa réforme, chacun a voulu son mode de désignation des présidents de chaîne, pensant parfois avoir une influence surréaliste. Ça s'est souvent retourné contre ceux qui envisageaient ce mode de désignation. Aujourd'hui, c'est 3,7 milliards, sans compter les recettes publicitaires. C'est beaucoup d'argent. Je le dis tout de suite par rapport à la Commission des affaires culturelles, à la Commission des finances, on est plutôt hostile, pour ne pas dire très hostile, à l'éventuelle extension de la redevance qui correspondrait en réalité
à un prélèvement supplémentaire sur les Français de plusieurs centaines de millions d'euros par an, pour un résultat dont on n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, certain. Peut-être, Madame la Ministre, avant d'envisager une extension de cette redevance, devrait-on demander à l'audiovisuel public, au-delà de la gouvernance, de faire des économies de gestion. On le demande bien aux Français, aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises. Peut-être que l'audiovisuel public, en se réorganisant, en veillant peut-être à ne pas avoir de dépenses excessives sur certains domaines, pourrait faire des efforts de rationalisation de la dépense. Et quand je dis de rationalisation, j'ai eu l'occasion récemment de lancer une étude sur, par exemple, les coûts de production. On ne peut pas dire qu'en matière de coûts de production, les prix soient les mêmes partout. On ne peut pas dire que sur les coûts de production de l'ensemble des chaînes de télévision, il y ait toujours du côté du service public un plus par rapport aux chaînes privées. Donc il faut non pas contester le secteur public. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a peut-être, je le dis, mais si on trouve une autre solution, trouvons, il y a peut-être beaucoup de chaînes de services publics. Il fut un temps où il y en avait moins, bon, et où on n'avait pas le sentiment que le service public était nul ou insuffisant. Est-ce qu'il fallait absolument créer récemment une chaîne d'information en continu quand il en existait autant déjà dans le secteur privé? Quel est le plus de ce secteur-là? Je ne suis pas certain que tout ça ait du sens. Donc, avant d'envisager l'extension de la redevance, avant d'envisager de demander aux Français un effort supplémentaire pour l'audiovisuel public, peut-être peut-on demander à l'audiovisuel public de se réformer dans ses méthodes de gestion, dans sa rigueur de gestion, dans ses coûts de production. Peut-être peut-on demander, j'y reviendrai, de réfléchir aussi à ses missions de service public. Franchement, les uns et les autres, quand on regarde l'ensemble des chaînes, je ne suis pas absolument certain que lorsqu'on est sur le secteur public, on se dit « Ah, le jeu ou l'émission de variété est totalement différent par rapport au secteur privé. » On sent tout de suite la différence de la mission publique. Il y a des émissions qui sont remarquables sur le service public, il y a beaucoup d'éléments qui sont comparables au secteur privé. Il faut donc trouver peut-être plus de rationalité. En attendant, Madame la Ministre, nous participerons volontiers à votre réflexion sur la réforme, mais peut-être d'abord en vous demandant de regarder avec l'ensemble des responsables comment peut-on réguler la dépense avant de savoir s'il faut augmenter la recette. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Françoise Nyssen, ministre de la Culture, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je remercie la Commission de la Culture et le groupe Les Républicains d'avoir sollicité ce débat de contrôle qui me permet de rappeler le sens de la transformation que nous engageons dans l'audiovisuel public, surtout de présenter la méthode que nous avons choisie pour avancer et de vous faire donc un point d'étape sur nos réflexions. Revenons d'abord au sens. Pourquoi engager cette transformation de l'audiovisuel public? Parce que le paysage audiovisuel dans son ensemble se transforme. En 15 ans, il s'est métamorphosé. Vous l'avez dit, avec l'apparition des nouveaux usages, le public de l'audiovisuel se transforme. Avec l'apparition de nouveaux acteurs, nous sommes dans un monde d'hyper-offre. On compte désormais 27 chaînes sur la TNT, plusieurs centaines de chaînes sur nos box. Avec l'apparition de nouveaux contenus, l'explosion des séries, des formats web et l'apparition de nouveaux espaces de diffusion avec les GAFAN, l'audiovisuel est présent sur les réseaux sociaux, sur les sites de recommandation. Le marché audiovisuel n'est plus national, il est de plus en plus mondial. La transformation de l'audiovisuel public est aujourd'hui incontournable. Plusieurs de nos voisins européens l'ont engagée. Et vous l'avez évoqué dans votre intervention, Madame la Présidente. Je me suis rendue à Londres pour rencontrer les dirigeants de la BBC. J'ai également rencontré les dirigeants de la RTBF de la Belgique, et qui a accéléré sa mue en réfléchissant au contenu et au public. Et l'idée n'est pas d'importer des modèles étrangers, mais de s'inspirer de ce qui fonctionne.
Et pour permettre à notre audiovisuel non seulement de s'adapter aux mutations aujourd'hui, mais demain de les provoquer, nous devons dessiner une vision à 10-15 ans. Vous l'avez bien rappelé, et nous sommes donc en train d'y travailler. Cet impératif de transformation s'applique aussi, et vous l'avez signalé aussi, à la réglementation et à la régulation audiovisuelle. Je l'ai déjà annoncé, il y aura une grande loi audiovisuelle. Nous travaillons à un projet pour la fin de l'année. Il permettra la transposition de la directive SMA, Service des médias audiovisuels, et une révision de la loi de 1986. Nous sommes en train de travailler sur ces différents sujets. Avec quelle méthode ? La transformation va se nourrir de plusieurs réflexions. Celle que j'ai engagée avec les sociétés de l'audiovisuel public. Je réunis tous les mois un comité stratégique avec les dirigeants des 6 sociétés. Il se focalise sur le renforcement des coopérations entre ces sociétés. 5 chantiers ont d'ores et déjà été identifiés: la reconquête des jeunes publics, l'international, l'offre de proximité, l'offre en ligne et les synergies sur les ressources transverses. Plus d'une centaine de collaborateurs participent à ces travaux depuis plusieurs mois maintenant. Il faut souligner, c'est inédit. La transformation va se nourrir également des réflexions qui ont lieu dans le cadre d'Action publique 2022, la démarche de modernisation qui engage tous les ministères. Elle doit aussi se nourrir des travaux parlementaires, qui est particulièrement riche sur ce sujet, et je pense en particulier aux travaux de votre commission, Madame la Présidente, dont je salue la qualité, et je connais par ailleurs votre investissement personnel sur ces questions. Et enfin, je souhaite que nous puissions organiser un débat avec les professionnels et nos concitoyens une fois que nous aurons défini les orientations de cette transformation, car nous la menons pour eux. Et vous l'avez bien dit, ce choix de société doit concerner tous les Français. En termes de calendrier, comme nous l'avons déjà indiqué, nous ferons nos annonces d'ici la fin du mois de mars. À ce stade, je ne peux faire objectivement qu'un point d'étape sur nos réflexions qui ne sont pas finalisées, puisque nous parlons de fin mars. La transformation tourne autour de 4 enjeux. Premier enjeu, les contenus, les programmes. Nous touchons ici à la raison d'être de l'audiovisuel public, sa singularité, ses missions. Vous l'avez bien souligné, Madame la Présidente, Messieurs les sénateurs, dans vos différentes interventions. L'enjeu, c'est d'avoir un audiovisuel public qui réponde aux attentes de tous les publics et qui propose une offre qui distingue de celle de l'audiovisuel privé. La question centrale est la suivante: comment continuer à faire la différence? C'est véritablement la boussole de la transformation. Nous avons identifié plusieurs missions prioritaires et j'en évoquerai 3. La première, c'est l'offre pour la jeunesse. La reconquête des jeunes est une urgence pour la télévision publique en particulier. L'âge moyen des téléspectateurs de France 3 augmente. Il est de 63 ans contre 58 ans en 2012. Idem pour France 2. Il est de 60 ans contre 57 en 2012. Pour les chaînes privées, l'âge moyen avance aussi, mais il reste en deçà. Pour M6, il est de 47 aujourd'hui, 47 ans. Pour TF1, 53 ans. C'est 10 ans de moins que France 3. L'audiovisuel public fait la différence pour les programmes destinés aux moins de 12 ans avec l'absence de coupure de publicité grâce à la proposition de loi du sénateur Gattolin. Il faut aussi reconquérir les adolescents et les jeunes adultes. Ils délaissent la télévision linéaire mais consomment beaucoup de contenus en ligne, de vidéos à la demande notamment. Les 2/3 des 15-24 ans regardent des vidéos en ligne quotidiennement. 1 sur 5 est abonné à une offre de vidéos à la demande, contre 1 sur 12 pour la moyenne de la population. L'audiovisuel public doit leur proposer sur le canal numérique une offre de contenu culturel, éducatif, informatif, de référence que les jeunes ne trouveraient pas ailleurs. Autre mission prioritaire de l'audiovisuel public, la proximité. L'offre d'informations et de programmes locaux est une spécificité de l'audiovisuel public. Elle est fondamentale pour la vie de nos territoires. Ce n'est pas à vous, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que je l'apprendrai. Pour renforcer cette mission, je crois
à une coopération accrue entre les antennes de France Bleu et France 3 pour produire davantage d'émissions et de programmes locaux. Les équipes travaillent à des expérimentations, autour d'une matinale notamment. Enfin, parmi les missions prioritaires, vous l'avez rappelé aussi, il faut évoquer la culture. Le service public propose déjà une offre à part avec des émissions au hasard et par hasard, comme la Grande Librairie, des œuvres de création, des retranscriptions de spectacles, notamment sur Arte. Il faut la renforcer, c'est une demande des Français. Sur France Télévisions, par exemple, ils sont une majorité à regretter qu'il n'y ait pas assez de films, de programmes culturels et de documentaires. C'est le dernier sondage IDD-IFOP. Deuxième enjeu de la transformation après les contenus, la mutation numérique. L'investissement a jusqu'ici été largement insuffisant. Il est d'environ 2-3% dans le budget de France Télévisions, par exemple, contre 7% chez certains de nos voisins européens, 12% pour nos voisins, pour le Canada. Il convient de repenser la stratégie numérique de l'audiovisuel public à court et moyen terme. Les efforts des sociétés sont aujourd'hui éparpillés. Il faut plus d'investissements et d'offres numériques communes. Elles sont en train de faire des propositions en ce sens. Il faut aussi répondre à terme à l'enjeu du média global, qui mêle images, son et voix et qui est présent en linéaire comme en non linéaire. Troisième enjeu de la transformation, la gouvernance. Nous avons une volonté claire, renforcer la coordination entre les différentes sociétés. Nous avons ouvert pour cela plusieurs pistes de réflexion. La distinction entre une présidence non exécutive et des directions générales, relayée par un article de presse récemment, n'est clairement qu'une option parmi d'autres au niveau du travail, une option de travail. Elle est tout simplement tirée de la comparaison, du parangonnage, pour ne pas dire benchmark, auprès des modèles européens, notamment de la BBC. À ce stade, nous ne privilégions pas le mécano institutionnel consistant à créer une nouvelle entreprise unique. Nous préférons des méthodes souples d'organisation qui favorisent la mise en œuvre rapide des réformes. S'agissant des nominations, la question d'une nomination des dirigeants par des conseils d'administration se pose. Elle a été évoquée par le président de la République pendant la campagne. Elle donnerait aux dirigeants une plus grande assise managériale. Elle impliquerait de revoir la composition des conseils d'administration. Les propositions émises par le sénateur Gattolin dans sa proposition de loi nous offrent une base de travail qui sera complétée par d'autres propositions. Et quatrième enjeu de la transformation, vous l'avez évoqué aussi, le financement. Ce n'est pas le point de départ, mais le point final de la transformation, en quelque sorte, une fois les missions et l'organisation repensées. Je l'ai réaffirmé au moment du budget 2018, il n'y aura pas de retour de publicité après 20 heures sur France Télévisions. C'est un élément fort de distinction du service public. Et s'agissant de la redevance, comme je l'ai déjà dit, je souhaite qu'un débat soit ouvert. À moyen terme, l'évolution des usages pose la question du rendement de cette contribution, de l'équité entre contribuables, et nous aborderons la question sans tabou. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens prête à répondre à vos questions. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum, y compris la réplique, avec une réponse du gouvernement pour 2 minutes maximum également. Pour la première question, la parole est à Monsieur Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais juste en moins de 2 minutes, vous demander ce que vous pensez du rôle du CSA. Est-ce que, dans le cadre de vos réflexions, même si j'entends bien que pour chacune des chaînes, les conseils d'administration seraient décisionnaires, est-ce que, par exemple, s'il y avait à terme une holding, est-ce que ce serait le CSA actuel ou dans sa forme actuelle qui serait décisionnaire? On a vu récemment sur Radio France les hésitations avant, je ne dirais pas votre intervention, mais enfin, avant que vous disiez un certain nombre de choses, on avait le sentiment que le CSA était peut-être un peu en retrait. De manière ordinaire, on considère tous, d'ailleurs que c'est assez curieux, que ce soit pour le rôle du CSA, juge et partie, puisqu'il nommait, il évoquait, jugeait pendant le mandat
des responsables de chaîne, c'est quand même assez curieux que ce soit celui qui nomme, qui en même temps juge de la validité des actions de ceux qu'il a nommés. Est-ce que vous envisagez là-dessus un changement profond, à la fois sur la désignation des responsables futurs de chaîne, mais surtout, et dans l'immédiat, puisque ce sera comme ça d'abord, si on envisageait une holding, qui désignerait en vrai le président, la présidente de la holding? Madame la ministre. Monsieur le sénateur, clairement, le CSA doit être renforcé sous son rôle de régulateur. C'est d'ailleurs l'enjeu de la loi audiovisuelle que nous allons proposer en fin d'année, qui verra, à l'occasion notamment de la transposition de la directive SMA et de la révision de la loi de 86. Je vous l'ai dit en introduction, la réflexion, c'est aussi de réfléchir à modifier le mode de nomination. On réfléchit à plusieurs pistes. Rien n'est arrêté aujourd'hui, mais il nous semble qu'il faut plus responsabiliser les dirigeants devant le conseil d'administration. En me rendant en Angleterre à la rencontre des équipes de la BBC, j'ai longuement parlé avec le président du board qui nous a expliqué un peu toute la démarche qu'ils ont faite et j'ai entendu avec attention ce qu'ils ont fait là-bas et qui vient d'être mis en place depuis un an. Tout ça peut être inspirant et nous permettra de réfléchir. Mais clairement, si je devais vous répondre d'une phrase, le rôle de régulateur du CSA est au centre de ses missions. Merci. Merci. Roger Karoutchi pour 28 secondes, s'il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation, mais possibilité. Bonus. Madame la ministre, j'entends bien que rien n'est définitif et qu'il faut attendre l'évolution. Je vous dis, moi, le rôle de régulateur du CSA ne me dérange pas. Il faut bien qu'il y ait un organe régulateur. Ce qui pose problème, à mon sens, c'est de donner à la même institution le pouvoir de nomination et le pouvoir de régulation. Je pense que là, il y a un sujet qui n'est pas clairement défini et qu'il faudra définir dans le futur pour éviter des situations comme celle que nous venons de connaître à Radio France. Merci. La parole est à notre collègue André Gattolin pour La République En Marche et pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois que lorsqu'on envisage une réforme profonde de l'audiovisuel public, la première des questions qui doit servir de base à cette refonte, notamment dans le monde bouleversé des médias, c'est celui de ses missions et de ses missions prioritaires et de l'utilité sociale de ce service public. Je crois que, comme l'éducation nationale ou comme les politiques publiques que nous engageons en matière de culture, l'audiovisuel public doit être autant considéré comme un investissement que comme une dépense. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, réguler et surveiller sa dépense. Dans les fondements des prémices de l'audiovisuel public, de la RDF en 1945, il était clair qu'il y avait un objectif d'informer les citoyens et aussi de les divertir, mais aussi celui de les éduquer, de les enrichir, d'enrichir culturellement le plus grand nombre avec des programmes ambitieux en matière de création artistique et une démocratisation de l'accès à la culture. Alors, cette volonté d'accès élargi de nos concitoyens à la culture fait partie des objectifs prioritaires du président de la République et ils sont d'ailleurs clairement incarnés dans l'évolution de la loi budgétaire 2018 sur la mission culture avec une volonté accrue en matière de démocratisation. Aussi, la France, qui dispose d'un patrimoine exceptionnel, d'une grande vitalité de sa création culturelle, peine à trouver l'expression de tout ceci sur ces grandes chaînes publiques aujourd'hui, avec la disparition de la plupart des émissions qui étaient emblématiques de ce traitement culturel.
Alors, Madame la Ministre, je ne cacherai rien, je ne dévoilerai rien en disant que vous êtes à la fois ministre de la Culture et de la Communication. Donc, d'un côté, nous avons des contenus et nous manquons de canaux pour les populariser, c'est la culture. De l'autre côté, nous avons un audiovisuel où nous avons des canaux, mais singulièrement, nous manquons de culture. Comment envisagez-vous la synergie et le renforcement de la présence culturelle sur nos chaînes publiques? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, évidemment, je suis très sensible à cette question, vous pouvez vous en douter, à la fois en tant que ministre de la Culture et ministre de la Communication, et d'une certaine façon, de mon ADN profond, qui est évidemment la culture. Et je l'ai dit dans mon discours, il y a une demande forte, je suis loin d'être la seule, il y a une demande forte des Français pour voir davantage de programmes culturels sur nos médias, et notamment sur la télévision et la radio publique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'augmentation d'audience de certaines chaînes culturelles spécifiques, qui est d'une certaine façon un indicateur de la chose. Et dans un dernier sondage, les Français indiquent qu'ils voudraient plus de films, presque à 70%, de culture, presque à 50%, et de documentaires, 48% sur France Télévisions. Il suffit de voir comment le tollé qu'a représenté l'idée d'enlever certains documentaires sur France Télévisions pour se rendre compte de l'attachement des Français à cela. La culture est clairement identifiée comme une mission d'intérêt général. C'est donc pour nous un chantier prioritaire pour cette réforme. C'est un marqueur, on l'a bien spécifié, de sa singularité. C'est au cœur du soutien au secteur de la création, parce que n'oublions pas, France Télévisions représente la moitié des investissements dans la création audiovisuelle française. L'offre culturelle est aussi identifiée comme un chantier où les coopérations entre sociétés peuvent apporter de la valeur ajoutée. Nous l'avons vu dans ces comités stratégiques, c'est très, très évident. Et que ce soit au niveau de l'offre traditionnelle linéaire ou de l'offre digitale, les dirigeants feront des propositions en ce sens. Ils sont tous très mobilisés là-dessus. Dernier point, il ne faut pas opposer programme de divertissement et programme culturel. Le divertissement, certains divertissements peuvent être éminemment culturels et instructifs, éducatifs et amener à une véritable goût de culture. La culture peut en fait clairement être divertissante. Merci Madame la Ministre. Il ne vous reste plus de temps, chers collègues. La parole est donc à Monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste républicain, citoyen écologique pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Saluons l'initiative de la Commission, puisque nous ne serions pas là ce soir, nous ne serions pas saisis de ce débat à cette heure. Ma question précisément va porter sur la méthode. C'est une grande question démocratique, l'avenir du service public. Elle ne peut pas se traiter avec quelques centaines d'initiés. Donc on entend parler de beaucoup de mots, modernité, dialogue social, ambition de service public, mais qu'est-ce qui va garantir cela? Qui va décider, in fine? Le gouvernement tout seul? Autour de quoi va s'organiser le débat public? Du seul schéma gouvernemental ou autrement? Je prends 2 exemples sans les développer. Quel modèle pour le futur? Coopération renforcée, holding, fusion? Il y a manifestement des schémas qui sont déjà préemptés au détriment de d'autres, alors qu'aucune évaluation publique contradictoire n'a eu lieu réellement sur ces schémas. Où est donc le dialogue? Un dialogue qui nécessite de mettre sur la table plusieurs hypothèses. Sur le mode de nomination des PDG, c'est la même chose. On sent bien que d'abord on nous dit qu'il faut le changer. On ne sait pas pourquoi, personne n'a vraiment expliqué pourquoi. Et puis, est-ce qu'on aura la possibilité d'étudier à égalité plusieurs hypothèses sur le mode de nomination, ou est-ce qu'on devra seulement amender la proposition gouvernementale? Donc nous sommes en train d'entrer dans des chantiers en vérité déjà très balisés, et nous vous suggérons une autre méthode. Et je voulais savoir, Madame la Ministre, si vous seriez d'accord avec cette méthode. Un débat public de 6 mois, sans schéma gouvernemental préalable, dans lequel pourraient s'exprimer toutes les hypothèses en présence, celles des personnels, celles des créateurs, celles des syndicats, des directions actuelles, des parlementaires, du public, pour ensuite une évaluation contradictoire de ce débat et des recommandations mises en débat. Alors que vous venez de nous dire que fin mars, le débat s'organisera déjà autour de vos conclusions, c'est-à-dire avant même que le débat se soit engagé dans le pays. Donc nous proposons une méthode pluraliste, démocratique, faisant appel à l'intelligence citoyenne. Je crois que le pays a beaucoup à dire
sur l'avenir du service public. Il y a beaucoup d'expertise dans le pays sur cela. Et je crois que ces qualités-là, le service public en aura besoin. Donc êtes-vous prêt à changer la méthode que vous venez d'annoncer pour une méthode plus ouverte et plus pluraliste? Merci. Madame la ministre, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur, merci de m'interroger sur la méthode, parce que clairement, c'est une chose que nous avons initiée, je pense, de façon assez innovante et inédite dans ce secteur-là. On a commencé en juillet dernier à réunir l'ensemble, parce que c'est les gens qui sont d'abord concernés, qui ont à réfléchir sur le sujet, on les a réunis, et depuis on fait ce comité stratégique régulièrement, où on les a amenés à réfléchir sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt du public par rapport à l'audiovisuel public. Et ils n'ont pas réfléchi tout seuls, hein. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ils ont réuni leurs équipes et c'est plus d'une centaine de personnes qui ont été rassemblées pour réfléchir. C'est tellement inédit qu'ils ils ont dit et ils ont noté le fait qu'ils avaient échangé des téléphones, des mails pour la première fois. C'est un changement radical dans la façon de faire. Ensuite, je vous l'ai dit, une fois que tout cela sera rassemblé, émanant de leur part, on fera un débat qui sera fin mars, où il y aura un débat public avec ses premières orientations, avec les professionnels. Je consulte beaucoup, avec les gens sur le terrain. Je me déplace, je me suis rendue dans des France 2, France 3, je rencontre les équipes, et avec le Parlement. Et ensuite, eh bien, on va avancer on va faire une consultation générale et on va sur une loi à la fin de l'année. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Pas de réplique possible. La parole est à notre collègue David Assouline pour le groupe socialiste républicain pour 2 minutes. Madame, cet exercice nécessite peut-être d'être direct. Donc ma question est très simple. Est-ce que vous considérez que le service public de l'audiovisuel est une honte de la République? Et considérez-vous que l'audiovisuel public coûte trop cher à la nation? Madame la Ministre. Bon, à question rapide, on va répondre rapidement. L'audiovisuel public, vous voyez les audiences qui ont augmenté, notamment sur les France Inter, France Culture, France Musique. C'est la fierté des Français. La première matinale qui s'entend le matin, qui s'écoute le matin, c'est France Inter. C'est la fierté des Français. Il ne s'agissait pas du tout de cela. Je n'ai pas à répondre à l'idée d'une honte. On ne parlait pas de l'audiovisuel en cela. On parlait de la façon de réfléchir les choses. Et ce qui est important, c'est comment on aborde cette question-là, comment on aborde la réflexion sur l'audiovisuel à partir de ces missions, comme je l'ai rappelé dans mon discours introductif et comme vous l'avez évoqué. Et donc, bien sûr, il faut travailler sur ces priorités-là. Ensuite, l'argent public est-ce qu'il est? Aujourd'hui, dans le budget de la culture, l'audiovisuel public représente 3,7 milliards, là où le budget de la culture, non, c'est 3,9 milliards, et le budget de la culture, c'est 3,7 milliards. Voilà, c'est tout. C'est une réalité, et il faut, pour cet argent-là, réfléchir à un audiovisuel public qui rencontre ses missions et qui rencontre les attentes des Français au niveau de sa qualité, de sa singularité. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 1 minute 42. Merci. Je suis content, Madame la Ministre, que vous ayez dit clairement que c'était une fierté des Français, l'audiovisuel public, parce que ce n'est pas la tonalité que l'on entendait jusqu'à présent pour justifier une réforme. La réforme, bien entendu, est nécessaire vu les transformations et des usages et la révolution technologique, la concurrence qui a changé, mais ce qui est de l'ordre de la responsabilité des pouvoirs publics dans un environnement concurrentiel, c'est de plutôt faire la promotion du service public parce qu'il y a des concurrents. Et ce n'est pas le dénigrement que l'on entendait, ce n'a pas été le sens de vos propos. Parce que je veux rappeler que France Télévisions, c'est 1,3 million de vidéos vues sur les plateformes pour ce qui est du numérique,
c'est 28,3% de points d'audience. C'est un France 2 en progression sur l'année dernière. C'est un France 3 qui est stable et qui est troisième chaîne sur l'ensemble des chaînes hertziennes. C'est France 5 qui a atteint son plus haut niveau d'audimat dans l'histoire. Je vais passer sur, y compris les chaînes que l'on montre du doigt, France 4 qui fait des résultats nouveaux parmi la jeunesse, et François qui a sa spécificité de rôle social vis-à-vis de l'outre-mer. Mais je veux aussi parler, parce qu'on oublie, de Radio France, qui a les audimats France Inter, c'est la deuxième radio de France. C'est des audaces au niveau culturel avec des émissions philo qui font les plus grands noms de podcasts. Oui, madame, c'est la fierté de la République et c'est cela qu'il faut renforcer dans toute réforme. Merci. La parole est à madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Face à l'évolution des usages et des technologies, face à la concurrence des chaînes privées et aux nombreuses contraintes budgétaires, l'audiovisuel, machine forte de 18 000 salariés et de 3,8 milliards d'euros de budget, s'essouffle, tant en termes de modèle que de contenu. Il nous faut le réinventer. Un chantier d'ampleur, nous en convenons tous. Mais en élevant l'audiovisuel public français à la hauteur d'un service d'excellence, c'est l'image de la France qui se relèvera. La France des territoires, la France nationale, la France à l'étranger. Pour cela, nous sommes d'accord, une réforme en profondeur est nécessaire. Sur la forme, il nous faut sans doute harmoniser la gouvernance, revoir le financement, mutualiser les moyens. Toutes ces questions sont essentielles. Avant toute chose, il est nécessaire d'adopter une vision claire des missions que le gouvernement souhaite confier aux médias publics. Il nous faut redéfinir leur périmètre et définir leur raison d'être. On demande à l'audiovisuel public de remplir 3 missions: éduquer, informer et distraire. Actuellement, ces missions se confondent en partie avec l'offre privée. En partie seulement, car l'éducation citoyenne reste l'apanage du service public. À l'heure de la désinformation, redonnons une pleine dimension à cette mission d'éducation, à la fois citoyenne et populaire. À cette mission originelle, ajoutons celle du rayonnement de la France dans le monde francophone. Faisons de l'audiovisuel public le premier vecteur d'identité et de cohésion nationale sur nos territoires à l'étranger. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question est double. Quel rôle voulez-vous donner à l'audiovisuel public dans la lutte contre la désinformation ? Et je souhaitais vous interroger aussi, Madame la Ministre, sur la possibilité de rassembler les médias publics au sein d'un média global, sorte de BBC à la française au rayonnement international. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. En fait, Madame la sénatrice, vous me posez la question de l'éducation aux médias, qui est clairement au centre de nos réflexions. Actuellement, c'est primordial et c'est essentiel pour prévenir les dérives actuelles en matière d'information, marquées par les théories du complot, les fausses nouvelles et la vocation, bien sûr, à s'adresser en priorité aux jeunes, mais pas uniquement. L'audiovisuel public a un rôle décisif à jouer dans ce domaine, j'en suis bien convaincue. Et d'ores et déjà, des initiatives sont menées sur les antennes avec des programmes de décryptage et de vérification. Je voudrais en citer quelques-uns. Sur France Média Monde, Contrefait, Info Intox, Le vrai du faux sur France Info, sur France Télé, Instant Détox, France, je ne sais plus, je n'arrive plus à me relire. Et c'est dans l'air, il y a des chroniques là-dessus. Donc c'est vraiment important. J'ai pour ma part moi-même été dans des écoles, voir des rencontres avec des jeunes à ce propos-là. Et c'est vraiment essentiel auprès des publics scolaires. Et les jeunes sont très, très sensibles à ça. Et c'est vrai qu'il faut à la fois renforcer ces initiatives et mieux les faire connaître. C'est très important. Je crois que s'il y a quelque chose qui pêche dans notre audiovisuel public, et la nécessité de la transformation, elle est réelle, c'est aussi mieux faire connaître ce qui se fait. Savez-vous qu'en Grande-Bretagne, 85% des jeunes révisent en utilisant la BBC comme support d'information.
Nous ne savons pas qu'il y a tout ça. Donc c'est vraiment très important et nous y travaillons dans le cadre de ce comité stratégique qui se réunit tous les mois. Et bien sûr, par rapport à l'audiovisuel extérieur, je confirme tout à fait le rôle fondamental que nous avons à jouer pour le rayonnement international de la culture française et de la France. Merci Madame la Ministre. Pas de réplique possible. La parole est à Madame Mireille Jouve pour le groupe RDSE pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Initiée par le président Jacques Chirac en 2002, la chaîne France 24 a émis pour la première fois le 6 décembre 2006. Cet outil œuvre depuis au rayonnement de la France à travers le monde. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie ou encore le Qatar s'étaient auparavant dotés de canaux semblables. Même si les programmes de France 24 n'ont pas prioritairement vocation à être diffusés dans notre pays, il me semble opportun de leur offrir une véritable visibilité nationale. Tout d'abord, pour renforcer leur attractivité à l'international. En effet, comment peut-on légitimement se vendre auprès de distributeurs internationaux quand, dans votre propre pays, un nombre important de citoyens méconnaît jusqu'à votre existence ? Ensuite, pour rendre plus acceptable la contribution par l'impôt des citoyens au service public audiovisuel. Il nous apparaît souhaitable, voire logique, que celles et ceux qui financent la chaîne de la France à l'international puissent y accéder plus largement. Enfin, pour la qualité des programmes portés par France 24. Alors que les sujets internationaux sont, à mon sens, sous-traités dans la plupart des médias d'information télévisuelle, cette chaîne représente une source d'information précieuse pour nos concitoyens. À l'heure de la mondialisation, porter un regard éclairé au-delà de nos frontières ne semble pas superflu. Et l'actualité ne se résume pas à une succession de faits divers ou à la phrase politique assassine du jour. France 24 est désormais accessible depuis la TNT, soit aux seuls franciliens, soit entre minuit et 6 heures du matin, lorsque France Info TV interrompt ses programmes. Madame la Ministre, nous sommes nombreux à regretter que cette visibilité ne soit pas encore plus grande. Pouvez-vous nous dire si l'offre de France 24, assez complémentaire de l'offre d'information télévisuelle aujourd'hui proposée, a selon vous vocation à être plus aisément accessible sur le territoire national? Je vous remercie. Chers collègues, Madame la Ministre. Madame la sénatrice, j'entends vos préoccupations et la question de la diffusion de France 24 sur le territoire national, et c'est pas nouveau. Et ça touche un peu à la question précédente sur comprendre comment accéder aux offres de l'audiovisuel public. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire en réflexion pour avoir des outils, notamment sur le numérique, extrêmement ergonomiques, extrêmement faciles. Moi-même, parfois, je me perds quand je veux aller chercher quelque chose. Comment je fais? Comment est-ce qu'on y va? Et je pense que ça, c'est une question. Vous savez, l'audiovisuel public, il est public dans le sens aussi où il va vers les publics. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'ils se disent « je remplis mes missions d'audiovisuel public », je remplis ma mission d'audiovisuel public que j'amène jusqu'au public. Et ça, c'est vraiment important. Et je crois que c'est une question sur laquelle on n'a pas assez travaillé et sur laquelle je pense qu'ils se mobilisent maintenant entre eux pour travailler, parce que là, la coopération, plus que jamais, peut être bénéfique pour trouver ensemble les outils. Mais pour France 24, je voulais vous dire, près de 75% de nos concitoyens déjà peuvent y avoir accès, puisque la chaîne est diffusée en TNT en Île-de-France, en Outre-mer, ainsi que sur le câble, la DSL et le satellite sur l'ensemble du territoire national. Et vous l'avez dit, elle est disponible sur tous les supports numériques. Non, vous avez surtout dit, la diffusion de minuit à 6h30, c'est ça que vous avez dit, sur la chaîne France Info en canal 27, qui complète cette couverture. En tout état de cause, la question de sa diffusion sur la TNT, en TNT sur le territoire national, se heurte à l'absence de fréquences hertziennes disponibles. Et en plus de ça, cela aurait certainement un coût qu'il faudrait mettre au regard des missions de France Média Monde, qui doit remplir cette mission de service public dans le cadre, dans l'idée de ce rayonnement international de la France qu'elle a à remplir. Merci. Merci Madame la Ministre. Pas de réplique possible. La parole est à Madame Dominique Vérien pour le groupe Union Centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la
présidente de commission, Madame la ministre. Depuis de nombreuses années, la réforme de l'audiovisuel public est envisagée par le prisme de sa gouvernance et des économies à réaliser. Mais l'audiovisuel public est avant tout un service public. C'est pourquoi le futur projet de loi, me semble-t-il, doit d'abord être une loi d'orientation, permettant de clarifier les missions qui lui sont dévolues. Une fois ces missions précisées, il sera temps de réfléchir aux moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qui auront été fixés. Pour parvenir à ce résultat, une réflexion et un débat ouvert sont nécessaires, car un projet partagé est un projet accepté et souvent plus facile à financer. Ainsi, Madame la Ministre, quelle méthode allez-vous mettre en place pour parvenir à un consensus sur les objectifs et les moyens? Et concernant les objectifs, comme vous l'avez vous-même abordé, mais également notre collègue Colette Melot, j'aimerais, Madame la Ministre, insister sur le défi majeur que représente l'éducation des jeunes à l'audiovisuel public. À l'heure où les plus jeunes se désintéressent de nos médias nationaux et sont exposés quotidiennement à des fake news, il faut parvenir à cultiver, divertir et informer notre jeunesse avec des programmes de qualité conçus pour eux, afin que nos enfants se réconcilient avec l'audiovisuel public et prennent l'habitude de l'utiliser. Pour y arriver, il faudra aussi se poser la question de la forme des programmes par le développement des formats digitaux, de la présence sur les réseaux sociaux ou encore de l'opportunité de fusionner l'ensemble de ces programmes sur une seule chaîne consacrée à la jeunesse. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci, Madame la sénatrice. Je suis voilà, voilà, c'est là. Sur la méthode, j'ai déjà répondu, mais en fait en 3 étapes. Travail en cours avec les sociétés, aller sur le terrain, c'est très important. Rien de tel que quand on va à la rencontre de ceux qui font, pour bien percevoir comment et pour quels enjeux. Et puis évidemment, la consultation publique et le grand débat. Mais vous avez orienté votre question à juste titre sur le ciblage d'un public jeune. Et vous avez raison, parce que la télévision publique, comme je l'ai dit en introduction, connaît un véritable vieillissement de ses audiences. 58 ans pour France Télévisions, 62 ans pour Arte, et subit une désaffection croissante de jeunes publics. Ça, c'est une évidence absolue. L'audiovisuel public ne peut durablement s'éloigner du public jeune, et c'est vraiment un de nos paris, c'est d'accompagner cette transformation pour qu'elle soit à nouveau en mesure de proposer des programmes attractifs de façon linéaire ou délinéarisée, correspondant aux usages des jeunes, mais qui vraiment prend en compte la problématique des jeunes. Et des pistes sont déjà en cours. Je citerai, je pense notamment en matière d'offres, le Move, ou cette toute nouvelle plateforme que France Télévisions vient de lancer, Slash, et bien sûr, et je l'ai déjà évoqué, je pense au programme d'éducation aux médias ou encore au programme éducatif. Et je rappellerai ce chiffre absolument incroyable en Angleterre. 85% des jeunes vont sur la BBC pour travailler, pour étudier, pour s'informer. Nous avons des programmes éducatifs qui existent, par exemple sur Arte et Éducarte, mais les jeunes n'y vont pas parce qu'ils ne le savent pas. Donc il y a vraiment un gros travail à faire, et il faut s'adapter à l'évolution des usages. Il y a une véritable stratégie en matière de contenu, mais aussi en matière de distribution digitale. Et c'est un des 5 chantiers prioritaires que nous menons. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 14 secondes pour une réplique. Je voudrais justement demander si l'éducation nationale ne peut pas être associée à ce type de réflexion, justement sur des chaînes éducatives, parce que je crois effectivement que l'exemple de la BBC est un très bon exemple. Si la parole est à notre collègue Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'avenir de l'audiovisuel public est en débat et le sujet n'est pas nouveau. Nous sommes nombreux à penser que depuis trop longtemps, l'audiovisuel public français se situe bien trop loin des aspirations du public et qu'une restructuration en profondeur est absolument nécessaire. Face à ce qu'il convient d'appeler une crise du financement, il est devenu indispensable de refonder un nouveau modèle qui permettra de garantir des ressources dans la durée, de clarifier le rôle de l'État et de renforcer la cohérence de l'audiovisuel public. Ce nouveau modèle doit permettre de concilier une meilleure maîtrise des ressources de l'audiovisuel public et de ses dépenses
avec la nécessité de dégager des marges de manœuvre afin d'améliorer notamment son offre numérique. Mais avant de pouvoir parler des moyens, il semble indispensable de réaliser un véritable audit de l'ensemble, un audit sérieux, financièrement analytique, afin de pouvoir identifier de façon certaine et transparente les coûts réels, aujourd'hui noyés dans un ensemble opaque. En effet, qu'il s'agisse d'un périmètre d'intervention incertain, de la gestion pléthorique des ressources humaines, du retard pris dans le développement numérique et sa marginalisation dans la maison, de la filière dispendieuse du service de production interne, c'est un euphémisme de dire qu'une rationalisation est souhaitable. Que dire des personnels indiscutablement de bonne volonté dans leur grande majorité, mais qui, par manque de considération, ont peur du changement? Où en est, par exemple, l'accès à la formation? Où en est la fameuse GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Où en est l'audit social, technologique et financier nécessaire à la compréhension de l'ensemble de l'audiovisuel public français et sur lequel s'était engagée Madame Ernotte, présidente de France Télévisions? Alors, Madame la Ministre, chers collègues, si une restructuration en profondeur est aujourd'hui absolument nécessaire, elle n'est possible que si des objectifs clairs sont fixés. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir, avant de reparler des moyens à y consacrer, quels sont les objectifs clairs du gouvernement s'agissant de l'avenir de l'audiovisuel public? Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Monsieur le sénateur, sur les objectifs clairs, je crois que j'ai déjà répondu à un certain nombre de fois sur cette question, mais votre question amène une réflexion sur laquelle je ne me suis pas encore exprimée et qui est extrêmement importante, puisque vous parlez de gestion des personnes, de transformation, etc. Et un des points importants sur lesquels nous avons insisté dans ces comités stratégiques, et qui correspond d'ailleurs à ce travail sur les synergies possibles de coopération, eh bien, clairement, c'est la formation. C'est la formation des personnes. L'audiovisuel public se transforme. Si on le regarde se transformer, je crois que la catastrophe est certaine. Si on essaye d'accompagner cette transformation, eh bien, l'avenir peut exister. Et c'est pour ça que ce travail sur la formation doit être fait ensemble aujourd'hui. Effectivement, chacune des sociétés travaille sur sa formation. Une université, à l'INA, la formation à France Télévisions, à Arte, etc., à Radio France. Je crois qu'il est urgent que là, ils se mettent ensemble et qu'ils pensent comment accompagner notre audiovisuel public pour qu'il puisse appréhender l'ensemble de ces réformes basées sur les missions et évidemment sur un financement qui est celui que nous avons et qui n'est pas le plus coûteux, faut-il le préciser, par rapport aux pays européens. Mais je crois qu'il faut d'abord vraiment penser toutes ces façons de travailler et comment on aborde la transformation. Pour moi, cette question de la formation, elle me paraît essentielle. Merci, Madame la Ministre. La parole est de nouveau à notre collègue André Gattolin. Merci à nouveau, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, je ne sais pas si c'est l'expression d'une forme de fébrilité qui résulterait de l'annonce d'un grand projet de réforme de l'audiovisuel ou si c'est l'effet des impérities de ses dirigeants, mais cela s'agite beaucoup et de manière assez désordonnée à France Télévisions depuis quelques semaines. Alors le 29 janvier dernier, c'était un nouvel habillage suivi de nouveaux décors pour le journal de France 3. Au passage, ce changement d'habillage était programmé dès 2017, mais alors des négociations budgétaires, on avait un peu de mal à justifier un changement. Quand on change l'habillage et l'identité, c'est qu'on a de profonds changements à l'antenne, ce qui n'était pas le cas. Donc ces choix cosmétiques qui ont des incidences budgétaires, d'ailleurs dont on ne connaît pas toujours le coût, sont quand même un peu étonnants. Mais plus sérieusement, on a appris très récemment, au début de ce mois, qu'il y avait un projet de réorganisation profond de France Télévisions. Tout ça à la veille de la préparation d'une nouvelle grande réforme.
Il a été décidé de changer de stratégie après un retour à la verticalisation, à l'organisation par chaîne, séparée, France 3 et France 2 et les autres chaînes. On en revient à l'idée de la création soudaine d'une organisation transverse, telle qu'elle avait d'ailleurs été envisagée au moment de l'entreprise unique, sous la présidence de Carolis. Là, on se retrouve face à un projet qui est exactement le contraire, qui est en train d'être mis en œuvre, de celui par lequel Mme Ernotte avait fait ses propositions et avait été désignée par le CSA. Alors, Madame la Ministre, tout ce mouvement est assez inquiétant, erratique, et je voudrais savoir si la tutelle a été informée de cette volonté aujourd'hui de réorganiser complètement l'organisation de la fiction, ou est-ce qu'on est encore dans un fonctionnement, là encore, comme l'évoquait mon collègue tout à l'heure, très peu contrôlé d'une manière générale. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, vous êtes au courant de l'indépendance totale des médias et de l'audiovisuel public. Donc, pour ce qui concerne l'accompagnement de la transformation, eh bien sûr, nous travaillons ensemble, et je vous le répète, j'ai déjà, au risque de lasser, on a mis en place une méthode inédite où on réunit non seulement les dirigeants de ces sociétés audiovisuelles, mais on rassemble le travail d'une centaine de personnes dans leurs équipes, et il y a des gens qui sont attelés à la chose et qui réfléchissent. Le fait qu'il y a des réflexions peut peut-être amener à des tentatives et des expérimentations. En tout cas, ce qui est clair, et nous serons tous d'accord là-dessus, c'est de la nécessité, à partir des missions, bien sûr, informer, divertir, amener de la culture, qu'il faut repenser cet audiovisuel public à travers tous les chiffres que nous avons partagés, à travers la nécessité de rendre les choses beaucoup plus lisibles, d'être attentif au public jeune. Il y a vraiment, par rapport à l'audiovisuel public, je dirais qu'il y a une triple urgence. Il y a une urgence culturelle, on l'a bien dit, il y a une urgence sociale, toucher les jeunes, tout en se préoccupant aussi des Français éloignés, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique, mais il ne faut pas oublier que 30% des téléspectateurs sont encore sur des territoires éloignés, n'ont pas forcément accès ou ne peuvent pas payer la box. Tous ces problèmes doivent être pris en compte quand on travaille là-dessus. Et donc tout ça fait qu'effectivement, peut-être que ça s'agite beaucoup, mais ça s'agite pour réfléchir et pour transformer. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias pour le groupe CRCE pour 2 minutes. Les citoyennes et les citoyens de ce pays ont besoin d'informations de qualité, de débats contradictoires, de mise en perspective historique et philosophique. Le meilleur antidote contre les fausses nouvelles, je le dis en français, c'est la connaissance dans ce qu'elle permet à chacune et à chacun de développer son esprit critique. C'est la grande utilité du service public que d'apporter ces instruments de la critique à tout le monde. Il n'est pas suffisamment dit que ces actions, loin d'être rébarbatives, suscitent l'adhésion franche du public. Sans être injuste, j'aimerais citer l'exemple de France Culture, dont les audiences ont fortement augmenté grâce à une politique de contenu exigeante. Parmi ces productions, il faut citer le développement exceptionnel de la diffusion des contenus sur Internet. Je crois que ces succès ne sont pas assez connus et pas assez mis en valeur. Il serait souhaitable que tous ces contenus soient valorisés sur un portail dédié et plus facilement accessible. Je pense notamment à tous ces podcasts, balados en français, téléchargés à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires qui mériteraient d'être mieux diffusés par le biais d'applications plus adaptées et plus accessibles. Le service public de l'audiovisuel a besoin d'un plan d'investissement massif pour adapter toutes ces pratiques à l'Internet. Merci. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Monsieur le sénateur, vous ne faites qu'appuyer ce que je dis depuis quelques réponses aux questions en pointant cette problématique, effectivement, de l'accès. Je suis très sensible à ça. Vous savez, dans une autre vie, je peux le dire, j'ai été éditeur, c'est pas un secret. Et être éditeur, c'est
accompagner un livre jusque dans les mains du lecteur. Et l'audiovisuel public, c'est la même chose. Il ne s'agit pas seulement de produire des programmes d'excellente qualité, et vous parlez des programmes radiophoniques, et notamment de France Culture, que je connais bien évidemment, mais aussi les programmes, on parlait des programmes éducatifs. Il y a des choses formidables, il y a des expériences qui se font, mais nous ne le savons pas, nous ne le savons pas assez, et c'est évident qu'il faut faire un travail. Et sur le numérique, vous l'avez souligné, il faut faire un travail conséquent, et c'est vrai, je vous l'ai dit en introduction, le budget consacré au numérique jusqu'à présent était beaucoup trop faible. Quelques 2%, là où en Grande-Bretagne c'est 7% et là où au Canada c'est 12%, c'est vous dire que nous sommes encore loin du compte et que nous avons de la marge de progression. Et le fait de travailler ensemble et en coopération, ce sera aussi une façon de travailler sur une meilleure accessibilité, sur un meilleur affichage de ce qui existe. Et nous pensons qu'il y a encore des grandes voies de progression, mais ça fait partie des sujets sur lesquels ils travaillent ensemble. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 40 secondes, chers collègues, si vous souhaitez les utiliser. C'est trop pour vous faire d'abord un aveu, je ne regarde pas la télévision. Et deuxièmement, pour vous dire que... voilà, que mon usage du service public n'est pour autant pas réduit, au contraire, il est très important, mais aujourd'hui, comme les jeunes, et je dois être très jeune, je regarde essentiellement tous ces programmes sur l'ordinateur et mon téléphone. Je sais que vous allez bientôt porter devant cet hémicycle une loi sur les fausses nouvelles. Je le redis en français parce que c'est la langue de la République. Donc j'espère qu'il y aura un volet budgétaire très important sur le développement du numérique parce qu'on a vraiment besoin de toutes ces données de la connaissance. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Michel Laugier pour le groupe Union centriste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur le devenir de notre audiovisuel public extérieur. Tout d'abord, avoir l'assurance, Madame la Ministre, que très vite l'entreprise France Médias Monde puisse retrouver à sa tête sa présidente Marie-Christine Saragosse, suspendue de son mandat pour des raisons, certes, qui s'expliquent, mais qui se comprennent pas très bien. Pensez-vous possible que celle-ci puisse retrouver rapidement l'exercice des responsabilités pour lesquelles, vu l'excellence de son travail, elle avait été reconduite par le CSA l'année dernière, sans passer à nouveau par une procédure aussi longue qu'inutile. Maintenant, j'aimerais vous interroger sur votre vision du rayonnement de notre audiovisuel extérieur, car il faut le reconnaître, en à peine 13 ans d'existence, France 24 a su faire entendre une voix originale aux côtés de concurrents aussi importants que CNN, BBC World ou Al Jazeera. Une voix qui porte les valeurs de la France et qui décrypte le monde à travers celle-ci. Pour porter cette ambition, France 24 mérite mieux d'ailleurs. Elle aurait pu être le socle de lancement de la chaîne d'information française qui a eu le mérite de rassembler France Télévisions et Radio France. Ce n'est pas l'orientation qui a été prise, mais néanmoins, je tiens à savoir quelle place vous envisagez de lui donner au cœur d'une réflexion nécessaire plus globale sur le devenir de l'audiovisuel public en général. Quelle place et quelle relation aux autres entreprises de l'audiovisuel public? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, oui, nous pensons bien à Marie-Christine Saragosse. Quelle histoire! Mais là, c'est le CSA qui va mener la renomination, le lancement, etc. Donc, nous attendons. Les équipes sont là. Et France Médias Monde continue avec ses équipes. C'est important. Parce que cet audiovisuel extérieur est un relais capital du rayonnement international de la France. Il a vocation à porter une vision française de l'actualité sur la scène internationale et à promouvoir la francophonie, sujet qui nous tient à cœur, vous le savez. Pour accompagner cette mission et l'assumer, l'audiovisuel extérieur doit relever des défis considérables liés à l'intensification de la concurrence des médias internationaux. Et ça ne nous a pas échappé quand on visite notamment la BBC de voir la force de frappe qu'ils ont à l'international. Et donc, il est urgent de amplifier notre évolution numérique et l'évolution des modes de diffusion. Là aussi, c'est une question qui revient en permanence, mais surtout tous les sujets.
Mais consciente de ces enjeux, vous le savez, j'ai proposé dans le projet de loi de finances d'augmenter les crédits de France Médias Monde de 2,5%, soit la plus forte hausse de toutes les entreprises de l'audiovisuel public pour 2018. Et j'ai entendu là poursuivre l'effort important de soutien à cet audiovisuel extérieur engagé par l'État depuis 5 ans. Entre 2013 et 2017, la dotation a augmenté de 8%, alors que celle des autres entreprises ne progressait que de 2%. Et ça a permis notamment l'ouverture, en septembre dernier, d'un service hispanophone. Et l'audiovisuel public extérieur doit bénéficier des coopérations accrues aussi avec l'ensemble des sociétés audiovisuelles. Il y a des coopérations entre Arte et France 24 sur l'offre hispanophone. D'autres partenariats sont en cours et s'établissent au fur et à mesure de ces comités stratégiques. Et j'ai lancé un chantier de réflexion dans ce cadre-là. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 24 secondes, chers collègues. Non. Alors la parole est de nouveau à Monsieur David Assouline pour 2 minutes. Oui, Madame la Ministre, beaucoup ont comparé la BBC, etc., pour montrer ce qui marche. Je rappelle, la BBC, c'est 5 chaînes nationales, 2 chaînes d'info, 10 chaînes de radio, c'est 21 milliards, c'est 21 271 employés et c'est 9 milliards de budget. Nous sommes à 3,9 milliards et nous avons à peu près 17 000 employés si on prend tout l'audiovisuel public. Donc voilà, comparons ce qui est comparable. Chiche pour être aussi fort que la BBC. Donnons les moyens donc à l'audiovisuel public de pouvoir faire de la qualité sans réduire son périmètre, puisque le périmètre de la BBC est plus important. J'ai une question très concrète à vous poser, Madame la Ministre. Un membre éminent de votre exécutif m'a dit directement que c'était normal de nommer, que l'État et l'exécutif nomment les PDG de l'audiovisuel public, puisque c'est une entreprise publique, au même titre qu'ils nomment le PDG de la SNCF. Qu'en pensez-vous? Madame la Ministre, vous avez la parole. Je suis la ministre de la Culture et de la Communication. Je n'ai pas tenu ce genre de propos, monsieur le sénateur. Entendez-moi, vous avez entendu ce que nous avons dit en propos liminaires, comment nous réfléchissions à cette gouvernance, rien n'est arrêté, mais d'abord indépendance totale, nous ne voulons pas revenir à l'ORTF, c'est pas ça que vous voulez me faire dire quand même, vous n'avez pas imaginé ça, vu la méthode que nous utilisons, vous imaginez bien qu'on est au contraire à travailler sur l'indépendance absolue et de travailler au contraire à l'idée que cette indépendance puisse s'ancrer dans un mode de fonctionnement avec, pourquoi pas, une nomination de président par un conseil d'administration pour qu'il y ait une prise directe sur le travail, mais dans lequel l'indépendance est complètement assurée. C'est vraiment l'inverse qui se passe. Et à travers toutes ces réunions de travail que nous avons menées ensemble, moi j'ai vu des équipes extrêmement motivées et déterminées qui avaient conscience qu'elles devaient unir leurs forces ensemble. Et disons que c'est simplement cela qu'il s'agirait de marquer dans la durée pour qu'on puisse, que cette belle ouverture, je vous assure, à travers ces comités stratégiques, les dirigeants des sociétés avec leurs équipes nous ont fait un véritable travail d'état des lieux. Et j'ai un peu eu l'impression que des portes s'ouvraient et que ces portes ne pourraient plus se refermer entre eux. Parce que l'état des lieux est extrêmement clairvoyant sur la nécessité de travailler ensemble. Et nous allons continuer comme ça. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 56 secondes. Merci Madame la Ministre. À travers votre première réponse tout à l'heure et cette réponse, je vois que le ton a changé puisqu'il n'est plus l'heure de dénigrer le service public pour justifier une réforme. Il n'est pas non plus dans vos propos le fait de justifier une réforme par des réductions budgétaires, puisque vous savez que ça coûte, le fait d'être fort et y compris puissant sur le numérique en termes d'investissement. Je suis content aussi de vous entendre dire clairement que le mode de nomination et la nomination garantira une indépendance totale. Donc, à voir, bien entendu, les copies qui seront rendues. Pour l'instant,
vous avez dit que la proposition de M. Gattolin était une base de travail. Il propose certes les conseils d'administration, mais où la quasi-totalité sont proposés par le Premier ministre. Donc ça, non, prenez pas le chemin, mais je vois que vous voulez tourner le dos à cette loi. J'en suis satisfait. Voilà donc pour ce débat sur l'avenir de l'audiovisuel public. Emmanuel Macron s'est saisi du dossier. À son habitude, il veut aller vite, remettre à plat la gouvernance et les modes de financement. Le gouvernement prend notamment comme base de travail la proposition de loi sur le mode de désignation des patrons de l'audiovisuel public qui a été déposée par le sénateur André Gattolin. Dans ce texte, il propose notamment que les patrons de l'audiovisuel public soient désignés par le conseil d'administration de chaque groupe et non plus par le CSA. En revanche, vous l'avez entendu dans ce débat, c'est non pour une BBC à la française, pas d'entreprise unique à ce stade. C'est ce que vient d'affirmer donc dans ce débat la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.